prochaine session, je vais avoir la chance d'inviter Chloé. Puis j'adore les titres ici. Le prochain titre, c'est AI Surprise Me, If You Can. Chloé travaille chez CBC Radio-Canada depuis 2011. Passionnée par la culture numérique, elle aborde le développement de l'intelligence artificielle dans les programmes d'information et sur les réseaux sociaux. Avec une maîtrise en philosophie et enseignant le journalisme à l'ère de l'IA à l'UQAM, Chloé est particulièrement bien placée pour explorer si l'IA peut encore nous surprendre. Chloé nous amènera dans un tour du monde des innovations qui tracent de nouvelles voies pour la technologie et la créativité. Accueillons Chloé. Bienvenue Chloé. Bonjour Chloé, fais-nous réfléchir. On va essayer ça, merci. Merci de m'accueillir. Est-ce que vous êtes d'accord de me suivre dans un voyage autour du monde et un voyage dans le temps? Ouais, on se connaît depuis quelques secondes. Merci de me faire confiance. Vous allez pouvoir rester assis confortablement. On a beaucoup parlé d'IA depuis ce matin. Moi, j'ai beaucoup appris. Merci à toutes les personnes qui ont pris la parole, qui ont posé des questions. On a mis l'IA à toutes les sauces. Mais on n'a pas parlé du lien intime entre l'IA et les cornichons. La compagnie Heinz utilise actuellement depuis 1 an l'intelligence artificielle pour optimiser ses chaînes d'approvisionnement. Et l'histoire est fascinante. En fait, cette histoire, elle remonte à il y a 150 ans. Il y avait un agriculteur, Claude Clausen, je n'invente pas, c'est son nom. Claude Clausen conduisait un camion qui transportait des concombres. Et ces concombres sont tombés. Il a cherché une solution pour pouvoir les vendre, les consommer, et les cornichons sont nés. Aujourd'hui, avec cette marque, Heinz vend 60 millions de cornichons par an, avec des défis d'approvisionnement pour garder les cornichons le plus croustillants possible. Alors l'IA est entrée en scène pour les aider justement à optimiser ce traitement. Il y a eu des gains d'efficacité de 12%. Et l'analyse est intéressante parce qu'avec les cornichons, la circonférence compte la taille, la longueur, la courbure, tout ça, la qualité. S'il y a des gens qui font des associations en ce moment, je précise qu'on parle de cornichons. Et l'histoire continue. Heinz pense continuer avec les tomates, prochaine étape. C'est une histoire qui s'écrit chaque jour. Quand on regarde l'actualité de l'intelligence artificielle, elle est pleine de surprises. Et mon travail comme professionnel des médias, comme personne qui travaille à Radio-Canada, c'est d'essayer de trouver du sens à travers ces nouvelles qui partent parfois dans tous les sens. NVIDIA qui crée un générateur de sons, qui crée des sons qu'on n'a jamais entendus auparavant. Imaginez un bruit de train qui se transforme en violon. On utilise l'IA pour analyser le contenu d'un parchemin vieux de 2000 ans qui date de l'éruption du Vésuve. Le laboratoire d'IA de Meta utilise l'IA pour décoder nos ondes cérébrales et lire les mots dans nos pensées. Au Japon, on a des robots bébés phoques pour prendre soin des aînés. Aux États-Unis, au Texas, il y a une conférence « Comment pouvons-nous utiliser l'intelligence artificielle de manière sécuritaire pour l'Évangile ?» Ça a lieu demain au Texas. Je vous recommande de rester à EAI. Donc vous voyez, ça part dans tous les sens. C'est un petit peu comme si un magicien sortait un cornichon de son chapeau pour nous en mettre plein la vue. Ça peut provoquer ce qu'on appelle l'effet wow. Ça peut faire peur. Dans le panel précédent, on parlait du FOMO, la crainte de manquer le train de l'IA. Et ça peut susciter aussi de la fatigue. Est-ce que vous êtes parfois fatigué devant le flux de nouveautés en IA? Ouais, moi aussi. Si on est honnête, ouais. C'est que ça pose des problèmes. Ça pose le problème de l'illusion. On n'y voit pas clair. Ça pose le problème aussi de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on va aller voir un peu dans les coulisses de toutes ces histoires de développement de l'IA. Vous connaissez les GPT, les GPT? Eh bien, il y a des étudiants de Harvard et du MIT qui ont inventé le GPT. Le GPT, c'est la rencontre entre l'intelligence artificielle et le storytelling interactif, un objet physique qui se marie à la technologie. Ils appellent ça un LLO, Large Language Object. Et l'idée, simplement, c'est de raconter une histoire à notre théière.
en s'inspirant du rituel antique, la cérémonie du thé. Donc vous voyez une des étudiantes ici qui va raconter son histoire un jour où elle est tombée devant son Uber, elle s'est foulée la cheville, elle a dû utiliser des béquilles. Et son histoire va être rapportée à l'autre étudiant à des centaines de kilomètres de là. Il y a une image qui va être générée au fond de la tasse pour pouvoir créer une connexion humaine médiée par la technologie. Et les connexions, elles sont parfois entre nous, mais parfois avec nous-mêmes. Ici, on a le témoignage d'une journaliste qui a utilisé un journal d'IA, c'est l'application Rosebud, pour analyser ses rêves, réfléchir dans le fond à son quotidien. Et il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré que le fait de tenir un journal intime, un journal quotidien, ça pouvait avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on avance dans l'inconnu, on ne le sait pas encore. Mais l'idée des fondateurs de Rosebud, c'est pas de développer une IA qui va répondre, qui va nous dire quoi faire, qui va répondre à nos questions. C'est plus d'avoir une IA qui va nous aider à poser de meilleures questions. Et la journaliste dit qu'elle a été surprise, ça l'a aidée à mieux se connaître elle-même. Connexion parfois aussi avec d'autres espèces. La personne que vous voyez ici, c'est Asa Raskin. C'est l'inventeur, ceux qui se souviennent, du scroll à l'infini qui est maintenant présent sur plusieurs réseaux sociaux. Après avoir développé cette technologie, il a un peu tourné le dos à l'industrie et a cherché des façons de mettre la technologie au service de la durabilité. Ce qu'il explore maintenant avec le Earth Spaces Project, c'est la façon dont l'IA pourrait nous aider à comprendre d'autres espèces, les espèces animales, des baleines, des chiens, des chats, dans l'idée de créer une connexion entre les humains et le monde naturel pour mieux prendre soin de l'environnement. Donc on a des histoires de connexion de l'IA entre nous et les autres, nous et nous-mêmes, nous et notre environnement, mais l'IA est en train de transformer l'environnement numérique lui-même. Il y a quelques jours, un projet a été lancé, c'est comme le bébé de TikTok et Wikipédia, ça s'appelle Wikitalk. L'idée, c'est de nous permettre de découvrir de façon aléatoire des articles de l'encyclopédie, encore une fois dans un défilement vertical. L'histoire derrière est quand même surprenante. Une personne sur X a eu l'idée de ce projet, une autre, un développeur, s'est dit « Go, j'essaye ». Il a utilisé Claude pour l'aider à coder. Le résultat a été mis en ligne en quelques heures et la morale, c'est que la ligne du temps entre l'idée et la production est compressée. Ça, c'est un exemple de changement, mais l'IA amène d'autres changements. Les équipes, par exemple, les startups dans la Silicon Valley, on avait l'habitude, quand on développait des projets numériques, d'avoir des équipes qui grossissaient. Et on a maintenant de plus en plus d'exemples de startups comme celle-ci, Gamma, qui veulent rester petites. Le fondateur de Gamma explique qu'ils ont une équipe d'une trentaine d'employés pour servir 50 millions d'utilisateurs parce que les équipes sont équipées avec l'IA. Ça dégage du temps de rester petit et agile plutôt que de grandir. Ils refusent même des investissements. Et quand on parle de transformation du numérique par l'IA, un dernier exemple, c'est l'utilisation de modèles d'IA pour transformer ici des circuits électriques de communication sans fil. C'est ce qu'on appelle de la conception inverse. On part des performances qu'on veut obtenir, on les entre dans le modèle qui va désigner ces circuits. On voit ça maintenant pour des puces, on voit ça pour des GPU. Donc l'IA elle-même est en train de bouleverser l'infrastructure numérique. Quel sens on peut donner à tout ça? Je vais inviter à me rejoindre sur scène un vieil ami, Aristote. Je vous avais dit qu'on voyagerait dans le temps. On retourne du côté de l'Antiquité. Une version un peu plus moderne d'Aristote avec un hoodie. En philosophie, on aime définir les mots. On aime savoir de quoi on parle. Et Aristote nous disait qu'il y a une différence fondamentale entre la surprise et l'étonnement. La surprise, c'est une réaction immédiate. Je vois une nouveauté en IA, ça me surprend. Et l'étonnement, c'est quand on cherche à comprendre. Ça implique un approfondissement. On passe de la surface, on creuse, on va en profondeur. Ça implique une durée aussi. La surprise, elle est éphémère, elle apparaît, elle disparaît. L'étonnement, il se cultive dans le temps. Et la surprise, c'est quelque chose qui nous arrive. L'étonnement, c'est quelque chose qu'on choisit, c'est une attitude qu'on développe. Notre cornichon, si on le regarde avec
l'étonnement. C'est une approche presque scientifique. Qu'est-ce que cette rencontre entre l'intelligence artificielle et le cornichon nous dit de notre rapport à la nourriture, nous dit de notre rapport à la standardisation? Avec l'étonnement, notre perspective vient de changer. Et je vous propose qu'on reparte en voyage. On va aller faire un tour en Chine. Vous vous souvenez quand DeepSeek est sorti le mois dernier, ça a été une vague énorme. Effondrement des marchés très temporaires, beaucoup de questions sur tout ce que ça a amené comme changement dans la façon de développer des modèles d'intelligence artificielle. Mais si on va observer les petites gouttelettes en marge de cette vague, on voit ici, c'est ce qu'a fait une reporter de la BBC, qu'en Chine, il y a beaucoup de personnes qui développent ce qu'on pourrait appeler une relation avec DeepSeek, qui l'utilisent comme conseiller, comme psychologue pour des sessions de thérapie. Ça nous rappelle un principe fondamental de la technologie. On ne sait jamais comment les gens vont les utiliser et ça peut amener d'autres changements. L'IA transforme, on disait, l'environnement numérique, transforme les métiers. Il y a beaucoup de craintes par rapport à la disparition de certains métiers, notamment dans le domaine de la programmation. Mais pour Hadi Osmani, qui est un ingénieur chez Google, il faut regarder ça avec plus de nuances. Ce qui est en train d'émerger, c'est une redéfinition du rôle des programmeurs. Ce qui émerge, c'est ce qu'il appelle le logiciel personnel ou l'application personnelle. Je peux partir d'un besoin très simple dans mon quotidien, savoir si j'ai donné à mon chien ou pas, et utiliser l'IA pour créer une application. On passe du buy what you need au generate what you need. Ça a évidemment des limites. Avec ce type d'application, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, on peut développer de nouvelles dettes technologiques, mais il y a des opportunités aussi pour les spécialistes. Donc c'est plus une transformation du rôle des programmeurs qu'une suppression de tous les emplois. Il y a comme une fluidité qui est en train de se développer dans notre rapport à la technologie, que l'informaticien Andrej Karpathy a bien saisi dans cette nouvelle expression, le vibe coding. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont entendu parler ici? C'est comme un peu un buzzword des derniers jours. L'idée, en fait, c'est d'utiliser le langage naturel, notre langage, pour programmer. Karpathy va jusqu'à dire que l'anglais, c'est le nouveau langage de programmation le plus hot. Et ça vient d'un informaticien d'expérience. Pourquoi? Parce que ça change sa façon de concevoir, de développer des programmes en expliquant au modèle d'IA, voici ce que je souhaite créer, en assistant à l'écriture du code, en réorientant aux besoins. Mais il y a comme une acceptation de la perte de contrôle, comme une acceptation aussi de la prise de risque en se disant ce ne sera peut-être pas parfait, mais ça permet d'explorer une nouvelle relation avec la technologie. Et dans la prise de risque, il y a des endroits intéressants qui émergent. Là, on va faire un tour en Finlande, à 6 km de Helsinki, dans ce qu'on peut peut-être appeler le premier hôtel de hackers au monde, FR8. Un endroit qui vient d'ouvrir ses portes. La première cohorte est arrivée en janvier, ils vont être là jusqu'au printemps. L'idée, c'est de créer un endroit où des jeunes qui veulent explorer des idées folles vont pouvoir le faire sans la pression de produire quelque chose, sans la pression de faire un pitch à la fin pour convaincre des investisseurs, mais pour prendre des risques, pour explorer des idées. Ils ont obtenu un financement de 400 000 $ canadiens pour pouvoir développer ce projet. Ils fournissent un toit, de la nourriture, des écrans, le transport, de la caféine pour pouvoir développer ces projets. Il y a une deuxième cohorte qui va être acceptée. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à la fin mars, s'il y a des gens que ça intéresse dans la salle. Et dans cette prise de risque, il y a des célébrations aussi. Un dernier exemple ici avec la première banque d'images ratées générée par l'IA. Ça s'appelle Shutterflop. Ça nous vient de France. Si vous allez vous promener dans cette banque, vous allez voir tout ce que l'IA peut faire de bizarre avec des membres humains, des jambes, des bras, des mains. Et l'idée, c'est de célébrer le fait que pour créer, il faut explorer. Et quand on explore, on se trompe et on se perd et on continue. Et parfois, en se perdant, on se trouve aussi. C'est une façon de souligner l'importance de cette démarche-là. Et si vous vous souvenez plus tôt aujourd'hui, Sandra nous a parlé de l'importance d'explorer. David Usher a parlé aussi de la créativité comme le pouvoir de changer les choses.
Et on pourrait dire dans ce sens-là que la surprise, c'est l'étincelle du moteur de la créativité, mais l'étonnement, c'est le carburant qui va nous permettre de tenir dans la durée. Alors, dans un monde de surprises constantes, comment est-ce qu'on peut tenir dans la durée? Comment cultiver notre étonnement? Cet étonnement, il va transformer la fascination de la surprise en réflexion puis en action. Il va transformer le « wow », un système d'intelligence artificielle peut parler, en « pourquoi nous créons des machines qui parlent, que voulons-nous en faire et nous, qu'avons-nous à dire ?» Au tout début de cette journée, Alexandre Theodorescu s'est dit qu'il fallait qu'on se réapproprie la technologie. Je pense que ça veut dire que de spectateurs, on peut devenir des acteurs. On peut prendre notre cornichon en main et le mettre à notre propre sauce. En ce moment, on est dans un palais. Alors je vous souhaite de magnifiques aventures au royaume de l'IA. Que l'étonnement soit avec vous. Merci.